Bonjour chers élèves de 4e, j'espère que vous allez bien, vous et tous vos proches. Nous allons débuter un nouveau cours d'histoire qui s'intitule Le droit de vote de 1815 à 1870. Alors qu'est-ce que le droit de vote? Le droit de vote, ça semble être un geste très simple, hein. C'est ce geste pour lequel aucun d'entre vous n'a jamais fait, que vous ferez très bientôt. Vous prendrez un bulletin de vote que vous glisserez dans une enveloppe après être passé dans un isoloir, et ce bulletin de vote dans l'enveloppe, vous le mettrez dans une urne, et ainsi vous ferez ce geste simple mais essentiel pour la démocratie. Vous choisirez votre représentant, vous choisirez notre chef. En effet, le droit de vote est indissociable du citoyen, le droit de vote est indissociable de la démocratie. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel le démos possède le kratos, dans lequel le démos, l'ensemble des citoyens, possède le kratos. En fait, en démocratie, le citoyen ne possède pas vraiment le pouvoir, hein, comme vous le verrez plus en détail en troisième. En démocratie, de nos jours, le citoyen contrôle plutôt le pouvoir par le droit de vote. Donc ça a l'air de rien, ça a l'air simple, ça a l'air assez quotidien. Vous avez tous en mémoire ces images le soir des élections où on dépouille le droit de vote des citoyens français. Nous allons donc voir aujourd'hui l'origine du droit de vote. Revenons un peu en arrière. 1815. Que savez-vous de la France en 1815? Vous vous souvenez votre cours d'histoire. Et vous savez qu'en 1815, c'est la fin de l'empire de Napoléon Ier Bonaparte. Napoléon a été vaincu à Waterloo, et comme vous le savez, il se prépare à partir en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Qui va organiser le pouvoir en France? Eh bien, c'est les vainqueurs de Napoléon qui s'installent à Paris, le tsar Alexandre, les Anglais, ils reviennent à Paris, ils reviennent en France, et ils vont, et oui, surprise, on les croyait partis, ils vont réinstaller la monarchie française. Ils vont mettre au pouvoir, refaire venir les rois de France sur le pouvoir. Ces rois de France, qui sont-ils? Vous les connaissez. Il s'agit des frères cadets du roi Louis XVI. Louis XVI avait encore deux frères de vivants. Pendant la Révolution et pendant la période de l'Empire de Napoléon, très intelligemment, ils avaient préféré prendre la poudre d'escampette. Ils s'étaient réfugiés en exil en Angleterre. Ils attendaient l'horreur. Ils ont bien fait. La période révolutionnaire se terminant, donnant le pouvoir à Napoléon, l'Empire de Napoléon se terminant, après avoir fait la guerre à l'Europe tout entière, les Anglais et les vainqueurs de Napoléon réinstallent la monarchie des Bourbons capétiens sur le trône de France. Et revoilà, dès 1814, le roi Louis XVIII. Il va régner jusqu'en 1824. Ce roi Louis XVIII, frère cadet du roi Louis XVI, aimerait bien redevenir comme son frère une sorte de monarchie absolue, mais il sait que les temps ont changé. Il va tout faire pour, en reprenant son expression, renouer avec la chaîne des temps, mais il ne pourra pas devenir un monarque absolu. La Révolution française est passée par là. Alors que va-t-il faire? Il va installer ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Une monarchie constitutionnelle est une forme de monarchie limitée, est une monarchie dans laquelle un grand texte de loi limite les pouvoirs du roi. Le roi est conscient qu'il ne peut plus renouer ce qu'il appelle la chaîne des temps. Et alors, il va rédiger une charte qui va définir la Constitution. Dans cette charte, une partie du pouvoir sera donnée à la Chambre des députés. Qui va élire cette Chambre des députés? Et c'est là qu'est très important. Le droit de vote, petit à petit, va s'insinuer dans la société française. Pendant le retour de la monarchie, sous la monarchie des Bourbons, le droit de vote va devenir ce qu'on appelle un droit de vote censitaire. Censitaire, c'est le nom de l'impôt. Ne pourront voter que les hommes de 30 ans qui payent une certaine somme d'impôt, un cens d'au moins 300 francs. C'est une somme considérable. En clair, seuls les riches vont pouvoir accéder à la citoyenneté. Seuls les riches qui payent donc des impôts auront le pouvoir du droit de vote. On estime à peu près 90 000 Français qui vont accéder à ce suffrage censitaire, sur peut-être 27 millions d'habitants. Le roi Louis XVIII mourant en 1824, son frère, autre frère du roi Louis XVI, lui succède. Il s'agit du roi Charles X. Le roi Charles X maintient ce suffrage censitaire.
très peu apprécié de la population. Vous imaginez, la Révolution a laissé des traces, notamment dans l'idée d'égalité et de fraternité. Le roi Louis XVIII va être renversé par une révolution parisienne en juillet 1830. Il est remplacé par un cousin, Louis-Philippe, dernier roi de France. Louis-Philippe est d'ailleurs un descendant du frère de Louis XIV. Le roi Louis-Philippe, c'est très étrange, d'ailleurs il est enterré à Dreux, pas loin de chez vous, de Montfort. Le roi Louis-Philippe est le dernier roi de France, c'est le seul à ne pas être sacré. Alors que va-t-il faire? Il va continuer le suffrage censitaire, mais ayant un peu senti le vent du boulet, il comprend que la monarchie ne peut plus être comme avant, il va ouvrir ce suffrage censitaire. Il faudra désormais avoir 25 ans et ne payer un impôt que de 200 francs au lieu des 300 francs. Le suffrage va souffrir à peu près à 200 000 citoyens. Bien sûr, vous en doutez, vos ancêtres ne vont pas l'accepter. Et le roi Louis-Philippe connaîtra lui aussi, en février 1848, une révolution. Alors, cette révolution de 1848 est très très importante, chers élèves. En fait, en 1848, c'est l'année des révolutions, un peu partout en Europe. Un peu partout en Europe, les peuples se soulèvent contre les monarchies. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples. Cette révolution de 1848 va amener la proclamation de la République, notamment grâce à un écrivain très célèbre qui s'appelle Lamartine. La République, vous savez ce que c'est, chers élèves, vous l'avez vu pendant la Révolution française. La Révolution française, après la destitution du roi Louis XVI en août 92, avait proclamé la République. Mais la première République de 1792 ne portait pas de numéro. C'était la première République sans qu'on le dise. En 1848, cette fois-ci, la Seconde République est proclamée. Elle va durer très peu de temps. Elle va durer à peine 4 ans, jusqu'en 1851. Mais alors là, un gain considérable sur le plan démocratique. Pour la première fois, la République proclame le suffrage universel direct masculin. Tous les hommes de 21 ans, avec égalité de fortune, auront le droit de vote. Les femmes n'auront pas le droit de vote. Il faudra attendre très tardivement, il faudra attendre 1944 et la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes deviennent citoyennes. À l'époque, en 1848, le problème ne se posait pas encore. C'était une sorte de croyance absolue, une sorte de, qu'on pourrait appeler un totem sur lequel reposaient les sociétés. Les femmes n'étaient pas mûres, soi-disant, pour être citoyennes. Bien sûr, c'était une erreur fondamentale. En 1848, la Seconde République proclame donc le suffrage universel masculin. Suffrage, ça veut dire droit de vote. Universel, ça veut dire de tous. Masculin, c'est tous les hommes. Alors, il ne se passe pas exactement comme de nos jours, ce suffrage universel. Quand on va voter, on y va en famille. On y va souvent sous la conduite du maire, de son ancien seigneur, de l'homme chez qui l'on travaille. Quand on arrive, on va voter dans les mairies. Les mairies, bien sûr, n'ont pas installé d'isoloir. Vous savez, cette sorte de petite cabane avec des petits rideaux qui vous cachent aux yeux de votre voisin, dans lequel aujourd'hui vous ne pouvez y aller que tout seul. On vote en collectivité. Il n'y a pas d'isoloir, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a même pas de carte d'identité. On prend le bulletin, on le donne carrément au maire qui le glisse dans l'urne. À ce propos, pardonnez-moi, l'urne d'ailleurs n'est pas en plexiglas transparente comme aujourd'hui, ça il faudra attendre la fin de la 4ème République. L'urne transparente permet d'être sûr que quand elle arrive, l'urne dans les mairies, elles ne sont pas déjà remplies de bulletins. Non, à cette époque, on ne croyait pas aux fraudeurs. L'urne est simplement une urne en bois. Donc ce suffrage universel direct masculin sous la Seconde République, si vous voulez, c'est un peu un apprentissage de la vie démocratique, mais c'est essentiel. La Seconde République, en plus de mettre ce suffrage universel, qui va faire grandir considérablement le corps électoral. Avant, sous la monarchie, on était à 90 000 et puis après, il avait été étendu à 200 000 électeurs. Mais là, on va passer à 9 millions d'électeurs, ce qui est considérable. Cette Seconde République va aussi donner la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'association, ce qui va permettre de nourrir le droit de vote. Quand la presse est libre, quand l'opinion peut s'exprimer, quand on peut se réunir, ça va donner une vitalité démocratique considérable à la société française. Et là, chers élèves, la Seconde République ne va pas durer longtemps.
Et ça, c'est sous la responsabilité d'un homme très très étrange dans l'histoire de France. Un homme dont je vais vous parler un peu, dont vous avez un peu entendu parler. J'ai nommé un homme qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Vous l'avez déjà rencontré, peut-être ceux d'entre vous qui ont une mémoire, je sais que beaucoup d'entre vous ont une belle mémoire. Souvenez-vous du tableau qu'on a longuement commenté en classe, le sacre de Napoléon par David. Je vous avais montré un petit garçon debout, ému par la cérémonie du sacre, tenu par les épaules par sa tante. Louis-Napoléon était le fils de Louis Bonaparte, le frère aîné de Napoléon Ier. Eh bien, ce Louis-Napoléon qui assiste au sacre de son oncle a été d'une certaine façon traumatisé, fasciné par la scène qu'il a vue peinte par David. 1848. Louis-Napoléon Bonaparte est élu dès 1848, donc président de la République, de la Seconde République. Il est élu au suffrage universel direct masculin. Vous imaginez, pour la première fois, l'ensemble des citoyens français élisent un seul homme, le président de la République. Donc le neveu de Napoléon Ier devient le premier président de la République de l'histoire de France. Vous me direz, mais c'est déjà un succès phénoménal, être élu président de la République. Ça satisferait bon nombre d'entre nous, bon nombre d'entre vous. Oui, mais peut-être pas quand vous avez été le neveu de l'empereur. Et Louis-Napoléon Bonaparte, vous vous en doutez, va commettre l'irréparable. En effet, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Seconde République, fait un coup d'État. Il fait arrêter les députés et les sénateurs, sans violence. Il met fin à la Seconde République et proclame l'Empire en 1851. Le Second Empire. Le premier était celui de son oncle. Et Louis-Napoléon Bonaparte, proclamant l'Empire, va régner en tant qu'empereur sous le nom de Napoléon III. Il va régner jusqu'en 1870. Alors, les Français sont d'accord, c'est ça qui est très étrange. Le droit de vote se transforme, il va être considérablement limité. Ça va être la fin du suffrage universel direct. Et Louis-Napoléon Bonaparte, devenant Napoléon III, j'espère que vous m'avez suivi, il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte tant qu'il était président de la République, il va se faire appeler Napoléon III dès qu'il va être empereur, mais c'est le même homme, va considérablement limiter le droit de vote. Il fera ce qu'on appelle aujourd'hui des référendums. À l'époque, on appelait ça des plébiscites. Il fait confirmer ses actes par le droit de vote, par plébiscite. Un plébiscite est une question que l'on pose au peuple français à laquelle il n'y a que deux réponses possibles, oui ou non. Cette pratique, qui continue aujourd'hui sous la Ve République, est appelée référendum, où les chefs de l'État en usent avec beaucoup de parcimonie. Ils craignent toujours que le peuple ne réponde pas à la question posée, mais mette simplement un non pour désavouer celui qui pose la question. Alors, le droit de vote va malgré tout subsister, sous cette forme de plébiscite. Il y aura une chambre de députés avec très très peu de pouvoir qui va continuer à être élue, mais elle aussi avec très peu d'électeurs, et le droit de vote va être considérablement limité sous Napoléon III. Alors que Napoléon III, au fil du temps, va être de moins en moins populaire. Il a restreint les libertés, il a mis fin à la Seconde République, il a un ennemi irréductible, l'immense écrivain Victor Hugo, qui est parti en exil sur les îles anglaises de Jersey et Guernesey, tant que Napoléon est au pouvoir. Donc Napoléon III, cet homme très étrange, va petit à petit perdre de son audience. Et il va commettre une énorme erreur que je vais vous expliquer après vous avoir dit, malgré tout, un point très positif de son action. En effet, avec l'aide du préfet de Paris, Haussmann, il va profondément moderniser la capitale. Notamment, il va faire les premiers égouts ultramodernes. Il va creuser les grands boulevards, percer les rues insalubres et étroites, détruire les vieilles maisons qui datent du Moyen-Âge. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, chers élèves, il ne subsiste à Paris que 3 maisons qui datent du Moyen-Âge. Le Paris actuel est un Paris qu'on appelle haussmannien, qui date du préfet Haussmann, qui, sous les ordres de Napoléon III, a considérablement aéré, tracé des grands boulevards selon des grands axes rectilignes. Oh, c'était aussi pour se protéger des émeutes parisiennes. Napoléon III va commettre, comme je vous l'ai sous-entendu il y a quelques instants, une grave erreur. Il va déclarer la guerre à la Prusse en 1870. Et à la bataille de Sedan, en 1870,
Napoléon III va être fait prisonnier sur le champ de bataille. L'Allemagne va envahir la France. Les Allemands vont annexer, confisquer la province d'Alsace et la moitié de la Lorraine, c'est la déroute. Et ça va ouvrir, hélas, un long siècle jusqu'à 1945, un long siècle de guerre terrible, un long cycle de guerre franco-allemande qui vont embraser le monde à l'intérieur de 2 guerres mondiales. Ça, vous verrez ça en troisième. Pour la petite histoire, Napoléon III finit en exil. Encore une fois, les Anglais accueillent souvent les souverains français. Il va mourir en Angleterre. Sachez qu'il mourra d'une opération de la vessie. Il avait un caillou dans la vessie. Son chirurgien va échouer à opérer Napoléon III de la vessie et il mourra des suites de cette opération chirurgicale. Il a un fils qui est avec lui en Angleterre, qui va s'engager dans l'armée anglaise, et son fils va avoir aussi un destin tragique, parce qu'il va mourir dans une embuscade en Afrique du Sud, tendue par les Zoulous. Fin de Napoléon III. En 1870, c'est la fin du Second Empire, et la République, vous allez voir, va être proclamée. Ça sera la Troisième République. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt, chers élèves.